بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Toujours dans le cadre de l'étude de la séparation des biens des époux, dans la deuxième partie de ce cours. Alors, la première séance, on a essayé d'expliquer ou de commencer une lecture juridique de l'article 49 du Code de la famille. Et puis, on a précisé que cette disposition juridique affirme d'une manière claire l'indépendance financière de chacun des époux. Et ceci permet, bien sûr, cette disposition permet aux époux, dans le cadre de la gestion des biens qui feront l'acquisition pendant le mariage, à se mettre d'accord sur la façon, sur un cadre légal de leur fructification et répartition. Ce qui fait maintenant, on est toujours dans le cadre de l'analyse de cet article et de cette notion de l'indépendance financière de chacun des époux. Et là, on pose une question, c'est-à-dire quelles sont les composantes du patrimoine que dispose chaque époux, l'époux et l'épouse, bien sûr. Et alors, quant à l'épouse, les composantes de son patrimoine propre à elle peuvent être identifiées comme suit. Il y a en premier lieu les biens mobiliers, les biens immobiliers acquis avant la conclusion du contrat du mariage, c'est-à-dire avant le mariage. Et puis, deuxièmement, il y a les dettes envers autrui et les dettes au profit d'autrui. Et troisièmement, ce qui peut lui incomber par donation, par héritage, par testament, par compensation personnelle, etc. Et aussi, il entre dans le patrimoine propre de la femme, la dotation, les cadeaux fournis par le mari lors de fiançailles et à la conclusion du contrat de mariage. Il rentre aussi dans le patrimoine de la femme, parmi les composantes, ce que l'épouse apporte au domicile conjugal, y compris c'est les ameublements, les meubles, les bagages, les bijoux, les autres matériaux, etc. Mais quant au mari, son propre patrimoine comprend lui aussi les biens mobiliers et les biens immobiliers acquis avant la conclusion du contrat de mariage. Il inclut aussi les dettes qui lui sont dues par autrui et les dettes aussi qu'il doit au profit d'autrui. Et puis, son propre patrimoine comprend ce qui peut lui incomber par donation, par testament, par héritage ou par compensation personnelle. Eh bien, ça, c'est grosso modo ce qui peut avoir, ce qui peut comprendre les composantes du patrimoine propre, soit de l'épouse, soit de l'époux. Maintenant, l'article 49. L'article 49 du Code de la famille est venu confirmer le statu quo selon lequel la responsabilité financière de chacun des époux est indépendante de l'autre. Et on dispose à sa guise. Ce qui explique bien sûr la liberté ici, ce qui explique l'indépendance financière de chacun des époux. Cependant, et dans le cadre de la nouvelle perspective, de la dimension recherchée par le législateur marocain, qui vise prévaloir la notion d'entraide, de soutien et de la contribution des époux dans leur vie conjugale, l'article 49 du Code de la famille a donné la possibilité aux époux dans leur vie conjugale
de convenir. De convenir à quoi? Dans un contrat séparé, selon les dispositions de l'article, un contrat séparé de la gestion des biens acquis pendant le mariage. Alors il s'agit ici d'un accord facultatif qu'on va voir par la suite qui relève du principe de ce qu'on appelle Sultan al-Irada. Sultan al-Irada, c'est le principe de l'autorité de la volonté ou de la volonté. Sultan al-Irada, et qu'on va expliquer dans les séances prochaines, Inch'Allah. L'adoption de cet article, l'article 49 du Code de la famille, est venue aussi résoudre des conflits financiers qui peuvent surgir entre les époux, soit pendant le mariage, ou soit lorsque celui-ci prend fin par le décès ou par le divorce ou la dissolution. Ce qui fait que la lecture de la disposition 49, l'article 49 du Code de la famille permet de souligner qu'il s'agit d'une possibilité offerte pour les deux époux. Et à cet égard, la femme a le droit de réclamer ses droits financiers vis-à-vis du mari et vice-versa. Nous sommes donc devant un texte légal, un texte général venu garantir les droits financiers des deux parties et non pas seulement de l'épouse. Notons aussi que cette disposition, l'article 49 du Code de la famille, n'a rien à voir avec les règles de l'héritage. Il s'agit d'une distribution ou d'une transmission des biens, mais pendant la vie de son titulaire. Ce qui fait de telles actions ne peut pas être considéré comme héritage. Également, le cas d'autres actions qui ne font pas, c'est-à-dire qui se fait ou qui se font soit par donation, soit par charité, ou soit par compensation, soit par vente. Ce que je veux dire par ceci, ce qui fait que de telles actions liées bien sûr à cette fructification ou à ce patrimoine acquis pendant le mariage ne peut pas être considéré comme un héritage. Il est comme les autres cas ou les autres actions qui se font avec ou sans compensation, comme la charité, le don, la vente, etc. Un autre élément qu'on peut ajouter, c'est que la lecture de l'article 49 du Code de la famille permet de soulever un autre élément essentiel aussi, mais il est relatif à l'application de cette disposition dans le temps. C'est la question de savoir si cette disposition peut être appliquée aux différends, aux litiges, ou à des litiges financiers, matrimoniaux, antérieurs à l'entrée en vigueur du Code de la famille en 2004. Cette question a été soulevée par plusieurs chercheurs et plusieurs spécialistes, professeurs dans ce domaine, principalement le professeur Mohamed Kachbour. Alors, dans ce cas, on parle ici du principe de la non-rétroactivité. Ce qui fait que le principe de la non-rétroactivité des lois s'applique. C'est-à-dire, l'article 49 du Code de la famille n'est pas appliqué rétroactivement. Car les litiges ou les différends financiers liés aux relations matrimoniales survenues avant le 5 février 2004 restent soumis à la loi abrogée
sur le statut personnel. Et dans cette perspective, Mohamed Kachbour, professeur, un des érudits et des professeurs marocains spécialistes en droit de la famille, précise que l'article 49 du Code de la famille ne peut pas être appliqué rétroactivement et ne peut pas bouleverser les situations établies avant le 5 février 2004. Pourquoi ? Parce que nous sommes confrontés à une base législative, objective et non procédurale selon cet auteur, Mohamed Kachbour. Et à partir de là, nous devons respecter le principe de la non-rétroactivité des lois. En résumé, par rapport aux conditions relatives aux biens, l'article 49 du Code de la famille prévoit donc un régime légal de la séparation des biens et par lequel chacun des époux peut gérer son patrimoine propre pendant le mariage et le récupérer en cas de dissolution. Il s'agit d'une des réformes, bien sûr, du Code de la famille marocain dont le législateur marocain a introduit la possibilité pour les époux d'établir un contrat de mariage dans lequel il prévoit dans un accord la gestion de leurs biens acquis pendant le mariage. Et cet accord doit être bien sûr consigné dans un document séparé de l'acte de mariage. Un autre élément qui peut être traité ou analysé ou tiré de cet article, c'est l'accord de gestion des biens. Et en vertu de la troisième alinéa du Code de la famille, de l'article 49 bien sûr du Code de la famille, qui stipule cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage. Les oudoul, c'est-à-dire les notaires traditionnels, avisent les deux parties lors de la conclusion du mariage des dispositions précédentes. Alors il ressort, la première lecture de cette alinéa permet de constater, de soulever qu'il ressort de cette disposition, c'est que lors de la conclusion de mariage, les oudoul, les notaires traditionnels, ont l'obligation d'aviser les deux époux de cette possibilité que leur offre l'article 49 du Code de la famille, à savoir l'indépendance financière, cette possibilité de la séparation des biens acquis pendant le mariage. Il s'agit de l'indépendance financière et la séparation des biens, ce qui fait que les oudoul ont l'obligation, lors de la conclusion de mariage, de dire ou d'aviser l'épouse et l'époux de cette disposition, de leur droit d'avoir une indépendance financière et une possibilité de conclure un accord qui prévoit la séparation des biens et qui prévoit l'indépendance financière des époux. Et comme j'ai dit, cette nouveauté introduite en 2004 concernant la possibilité pour les époux d'établir un accord sur la gestion de leurs biens acquis pendant le mariage,
facilitera certainement la reconnaissance de la contribution de la femme dans le patrimoine acquis tout au long de la relation conjugale. Et puis, un autre élément qui peut être bien sûr soulevé, c'est que en vertu de l'article 49 du Code de la famille, on est devant une possibilité, comme j'ai souligné, possibilité aux époux, bien sûr, de convenir dans un contrat, un accord qui peut être rédigé dans un contrat. Et ce contrat doit être séparé, distinct par rapport au contrat de mariage et concerne la gestion, bien sûr, des biens acquis pendant le mariage. Alors, il s'agit d'un accord facultatif, c'est-à-dire les parties, c'est optionnel, n'ont pas obligé de faire cet accord. C'est pourquoi il est facultatif, il est lié au choix des parties. Et puis ici, c'est un accord qui relève du principe de l'autorité, de la volonté, ce qui fait ce qu'on appelle en arabe mabda sultan al-irada. Et là, lorsqu'on parle, comme on l'a expliqué, je pense, dans le S1, introduction aux sciences juridiques, alors là, on est devant une règle supplétive. C'est pas une règle. Alors cet accord, les dispositions de cet accord peuvent être des règles supplétives, c'est-à-dire des règles qui peuvent être écartées, des règles qui expriment la volonté des parties et qui expriment le choix des parties de choisir des clauses ou de choisir des dispositions ou un accord entre les deux parties. Alors, on n'est pas devant une règle impérative qui est une règle d'ordre public, mais on est devant une règle supplétive, que les parties peuvent écarter son application, la juridiction ou les parties. Alors, c'est une disposition qui exprime la volonté ou le choix des parties. C'est pourquoi on est devant un accord facultatif, un accord qui relève bien sûr du principe essentiel qui gère les relations contractuelles, à savoir mabda sultan al-irada, c'est-à-dire le principe de l'autorité, de la volonté. Et à travers ce principe, ce principe qui donne bien sûr à chacun des époux le droit de gérer ses affaires et ses biens et d'en disposer de la manière qu'il juge appropriée sans enfreindre les règles impératives, bien sûr. Et cet accord détermine la part de chacun dans le patrimoine acquis après le mariage, ce qui fait que dans le cas d'un désaccord, d'une dissolution ou par divorce ou par décès aussi, cet accord facultatif, s'il est signé, s'il est conclu entre les deux époux, c'est à partir des clauses, alors on peut déterminer la part de chacun des époux dans le patrimoine acquis aussi après, pendant le mariage. Mais là, on est dans une situation après le mariage. Voilà, grosso modo, il y a quelques explications de cette disposition. Et puis on continue d'autres explications, Inch'Allah, lors des séances prochaines. Et là, on va expliquer plus ou davantage cet accord de gestion de biens, c'est-à-dire la nature de cet accord
Et on va aussi parler un petit peu sur dans le cas où il y a une absence du dit accord, alors quoi faire? C'est-à-dire, on va traiter le pouvoir d'appréciation du juge pour qu'il puisse déterminer les parts ou déterminer ce patrimoine et déterminer ce que chaque partie a comme droit dans ce patrimoine. Alors ça serait la semaine prochaine ou la séance prochaine, on mettra l'accent sur d'autres éléments liés à l'analyse de cette disposition 49 du Code de la famille. Et puis voilà, je vous souhaite, merci pour votre attention et je vous souhaite bonne fin de journée et bon Ramadan. Ramadan Mubarak Saïd, kul aam wa antum bi khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.